Quel est l'avenir du peer-to-peer? Le peer-to-peer, pour ceux qui ne savent pas, c'est un moyen de transaction qui permet à deux personnes de faire une transaction. Et très souvent, il y aura une troisième partie, une troisième personne au milieu qu'on va donc appeler un broker. Ça peut être un système automatique qui va vérifier que la transaction se passe dans les accords qui ont été fixés par les deux parties. Donc, il n'y a pas une sorte de personnes qui autorisent une transaction ou bien qui interdit une transaction. Non, non, c'est assez un accord entre deux personnes. Et ce type de transaction a permis à la crypto-monnaie de se démocratiser davantage parce que à l'entrée dans l'écosystème crypto-monnaie, il y avait une grosse barrière. Il y avait une grosse barrière d'entrée dans l'écosystème. Il fallait avoir les cartes Visa pour permettre de convertir l'argent contre la crypto-monnaie. C'était difficile à l'époque. Il fallait avoir les comptes bancaires, il fallait avoir soit des cartes Visa ou bien des cartes Master, bref, les cartes de crédit. Et ça faisait que plusieurs personnes étaient coupées comme ça de la crypto-monnaie parce qu'il y avait une grosse barrière d'entrée. Donc, les peer-to-peer ont contribué à démocratiser aujourd'hui, à faciliter l'entrée dans l'écosystème crypto avec un compte sur une plateforme de peer-to-peer que tu as peut-être le franc CFA. C'est facile de trouver quelqu'un qui a le franc CFA aussi et qui l'accepte pour te passer ta crypto-monnaie. Mais si ces plateformes-là ne voyaient pas le jour, il y aurait eu plein de personnes qui n'auraient pas pu entrer ou bien sortir même de l'écosystème crypto. Parce qu'il y a bien les gens qui veulent prendre ta crypto-monnaie et te donner leur argent. Donc ça te permet de sortir avec cet accord-là qui est passé. Dans les peer-to-peer, ont effectivement contribué à l'adoption de masse de la crypto-monnaie. Mais aujourd'hui, on se pose les questions de l'avenir de ce type de plateforme, l'avenir des peer-to-peer. On a vu les pionniers qui étaient là au tout début, les local bitcoin qui étaient les plateformes de référence où les personnes échangeaient leur bitcoin contre le fiat et faisaient également le chemin inverse. Moi-même, j'ai utilisé local bitcoin par exemple. Donc, local bitcoin est mort pour plusieurs raisons et aujourd'hui on annonce Passful qui est en train de fermer aussi ses portes. Et souvenez-vous très bien, il y a eu un moment donné où Passful était beaucoup mis en avant, surtout dans des pays comme le Nigeria, avec cette accélération qui a été poussée par le fait que les gouvernements ayant banni, interdit aux banques de faire des transactions de crypto-monnaie, les gens sont donc retournés du côté du Nigeria vers le peer-to-peer. Voyant donc une monnaie devenir très inflationniste, plusieurs personnes sont quittées du Naira pour aller vers le dollar. Et maintenant, quand l'inflation est un peu stabilisée, ils peuvent refaire le chemin inverse. Et quand ils refont le chemin inverse, ils ont beaucoup plus de Naira qu'avant. Donc, le peer-to-peer a facilité l'adoption de la crypto-monnaie dans plusieurs pays. Quand le Nigeria est pionnier aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de transactions qui sont passées par les plateformes de peer-to-peer, de particulier en particulier. Donc, c'est pas que le Nigeria, du côté du Kenya, c'est pareil. Donc ces pays-là sont des pays qui sont pas aussi bancarisés. Donc tout le monde n'a pas de compte bancaire. Mais comme il y a cette facilité d'accord entre deux personnes-là, c'est un peu plus facile d'entrer dans les crypto-monnaies en passant par le peer-to-peer. Même si c'est parfois un peu plus élevé, les coûts sont un peu plus élevés. Mais bon, ça réduit quand même la barrière d'entrée. Donc on a des plateformes comme Ediara qui réduisent aussi cette barrière d'entrée-là d'une certaine façon. Donc, maintenant, vous voyez très bien, quand peer-to-peer, quand Passful a fermé, il y a eu des annonces du gouvernement des États-Unis, comme quoi les plateformes décentralisées seraient une menace pour l'économie américaine. Et effectivement, ça peut être une menace pour l'économie parce que, effectivement, sur ces plateformes, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui fait quoi. On ne sait pas quels sont les montants d'argent d'individus qui transatent là-bas. On peut simplement voir, mais on ne sait pas qui en fait. Donc du coup, ça pose un problème pour l'économie d'un pays où on ne maîtrise pas comment les choses circulent. Donc ils sont allés déjà à l'encontre des plateformes centralisées crypto-monnaies et ils vont encore aller plus à l'encontre des plateformes décentralisées crypto-monnaies parce que les plateformes centralisées crypto-monnaies, on peut quand même tracer quelque chose. On peut quand même mettre la main sur qui fait quoi dans l'écosystème. Mais par contre, les plateformes décentralisées, on ne peut pas mettre cela. On ne peut pas savoir qui fait quoi d'une certaine façon. Même comme certaines personnes sont malveillantes, ils utilisent leur adresse pour communiquer avec les exchanges centralisés et ainsi, dès qu'on a fait le rattachement là, on sait qui vous êtes en fait. Donc,
Il faudrait parfois avoir une adresse qui n'est destinée qu'à circuler dans cet écosystème, par exemple. C'est un peu compliqué, mais ce sont des choses qui peuvent bien se faire. Donc, je vais vous expliquer comment vous pourrez utiliser, en fait, ne pas trop divulguer votre identité sur la blockchain dans une autre vidéo. Donc, en faisant ça, vous voyez comment un pays est en train de s'ériger contre tout un système, les systèmes décentralisés, les crypto-monnaies décentralisées, les exchanges décentralisés et tout ça. Et ça remet donc des questions sur la table. Pourquoi l'influence d'un tel pouvoir sur le monde entier? Pourquoi quand les États-Unis disent quelque chose, on a directement un sentiment négatif sur le marché? S'ils sont un peu négatifs, s'ils disent des choses qui sont en désaccord, directement on aura un sentiment négatif sur le marché. Est-ce que ce n'est pas une certaine centralisation encore même de la crypto-monnaie qui réagit par rapport à un pays? Alors qu'aujourd'hui, la grande majorité des bitcoins n'est pas détenue par l'Amérique, malheureusement. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que les États-Unis ont les moyens de leur politique? Est-ce qu'ils peuvent interdire et bannir carrément les utilisateurs américains d'interagir avec les plateformes décentralisées? La réponse est oui. Oui, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on est encore sur un Internet qui est centralisé. Et cet Internet qui est centralisé est encore le socle de base de la blockchain. Dans les exchanges centralisés, le socle de base, c'est Internet. Donc, il fonctionne au-dessus d'Internet, qui est donc centralisé. Donc, il suffit qu'on dise, OK, une plateforme est bloquée dans tel pays, mais les utilisateurs de ce pays ne pourraient pas y accéder. Et les personnes seront obligées d'utiliser maintenant des VPN pour avoir des adresses IP d'un autre pays avant de pouvoir interagir avec la plateforme. Mais les plateformes qui vont recevoir cette notification-là, qui vont recevoir ces sanctions, ces bannissements, seront contraints d'exécuter, de se fier à ces bannissements-là. Donc quand on va bannir par exemple Uniswap du côté des États-Unis, qu'est-ce qu'il va faire? Uniswap va bloquer toutes les adresses qui vont provenir des États-Unis de sa plateforme. Ils vont bloquer toutes les adresses. Parfois, ils vont aller jusqu'à bloquer les adresses des VPN qui sont déjà connues. Parce qu'on sait que certains VPN utilisent des adresses IP qui sont déjà connues. Donc, on va donc bloquer ces adresses IP-là pour masquer, pour faire en sorte que quelqu'un qui est dans un pays qui n'est pas autorisé, même s'il passe par un certain VPN, le VPN ne va pas pouvoir, il ne pourra pas faire la transaction. Donc, ce sont des choses qui sont clairement possibles. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait arriver à un niveau où on est encore dans cette hyper-centralisation du monde? Regardez par exemple, je ne comprends pas pourquoi on a par exemple un produit qui coûte moins cher au Canada, ça coûte plus cher aux États-Unis, ça coûte encore moins cher du côté de la France. Pourquoi cette disparité-là? Est-ce qu'on a choisi de naître où on est né? Qui a choisi d'être américain? Qui a choisi d'être canadien? Qui a choisi d'être français ou camerounais ou ivoirien ou bien burkinabé? Personne n'a choisi là où il allait naître. Donc pourquoi restreindre, pourquoi encore mettre ces barrières et flaguer les gens par rapport à là où ils sont nés? Ils n'ont pas décidé de là où ils sont nés. Pourquoi ne pas voir le monde comme un tout et ne pas voir Internet comme une certaine planète Terre et dont on ne fait pas la différence de là où tu te connectes? Pourquoi les navigateurs envoient ce genre d'informations pour qu'on puisse localiser d'où est-ce que tu te connectes, par exemple? En quoi c'est pertinent de savoir que je me connecte du côté du Cameroun? Ça peut être intéressant pour le marketing ciblé, en disant ok, on fait une publicité où on suit simplement les personnes d'une zone. Oui, mais est-ce que les personnes qui sont dans la zone là, est-ce que c'est il peut avoir des personnes hors de cette zone qui ont besoin de cela? Donc est-ce qu'aujourd'hui, on se pose même ces questions d'interplanétaire? Quand les personnes comme Kadhafi voyaient le monde, l'Afrique se forme d'un seul pays, d'un seul État, où les frontières ne sont pas en réalité des frontières, on n'a pas besoin de visa pour voyager en Afrique, mais c'est parce que personne n'a choisi de naître en Afrique. Personne n'a choisi de naître dans un pays d'Afrique. Pourquoi on ne se met pas tous ensemble? Pourquoi on ne fait pas la même chose avec Internet? C'est ça le but du Web 3.0. Le Web 3.0 veut en fait couper toutes ces barrières-là. Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas le combat dans lequel on est en train de partir. Quand on voit des crypto-monnaies comme Internet Computer Protocol, ICP, qui va dans le sens de mettre un Internet décentralisé, c'est pour combattre, c'est pour batailler ce genre de centralisation qu'on a aujourd'hui.
Et si vous comprenez ça, vous comprenez la démarche de la crypto-monnaie, les objectifs de la blockchain derrière, ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut arriver, dans le monde dans lequel on veut arriver. Le monde dans lequel on veut arriver avec la blockchain, c'est un monde sans barrière. Un monde idéal où tout le monde peut vendre un produit à n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est au Cameroun ne peut pas vendre le produit du côté de l'Amérique, par exemple. Il faudrait qu'il ait une entreprise là-bas, il faudrait les lois, il faudrait. C'est beaucoup compliqué. C'est beaucoup compliqué et ça bloque l'économie. Un Américain peut facilement vendre du côté du Cameroun, par exemple, parce qu'il n'y a pas les lois du côté du Cameroun. Mais pourquoi l'inverse n'est pas possible? Pourquoi est-ce qu'on est dans un Internet qui est hyper centralisé? Pourtant, le but d'Internet au départ, c'était de créer un monde où il y a des interconnexions avec tout le monde. On est interconnecté. Ce monde-là, c'est un monde encore de rêve. Et je pense que la blockchain peut y arriver. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. J'attends ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il faut un monde interplanétaire où tous les pays, il n'y a pas de restrictions du pays où tu viens parce que personne n'a choisi de venir d'un pays. Parce que si on demandait quelque part là-bas en haut aux gens, tu choisis aller où? Avec les connaissances qu'ils ont, parce qu'on ne va pas te demander de choisir si tu n'as pas de connaissances. Donc c'est parce que tu as des connaissances qu'on va te demander de choisir. Donc on met un certain nombre de faits devant toi et on te demande de choisir. Je pense que au moins là on aurait la possibilité de juger les gens par rapport à où ils viennent, de quel pays ils viennent, parce que là maintenant personne n'a choisi de naître dans un pays. Mais aujourd'hui, avec ce qui est en train d'être fait sur Internet, c'est comme si on avait choisi, pourtant on n'a pas choisi. Donc, dites-moi un peu ce que vous pensez, en commentaire. Et je vais même soulever une question, aller un peu plus loin, en disant, est-ce que vous pensez que... Je vais vous poser une question dont on va répondre encore. Vous allez me dire ce que vous pensez en commentaire. C'est super, super important. Pensez-vous que si le monde n'avait pas de frontières, le monde serait mieux? C'est-à-dire, on permet à tout le monde d'aller où il veut. On te permet d'aller dans n'importe quel pays, sans avoir besoin d'un visa aucun, sans avoir besoin d'un passeport aucun. Est-ce que le monde ne serait pas mieux? Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Je vais également faire une vidéo pour répondre à cette question et dire ce que moi-même je pense. Abonne-toi, like la vidéo. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.